que duerma nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas. Alors nous avons l'immense plaisir d'accueillir Manuel Devers, qui est un juriste en droit international, qui travaille depuis longtemps dans le cabinet de son père, actuel, Gilles Devers, avocat à Lyon, qui est malheureusement décédé le 26 novembre 2024. Deux mots de cette grande figure qu'a été Gilles Devers. Gilles Devers était docteur en droit, il intervenait en droit médical et en droit international. Et pour beaucoup de personnes, c'était un maestro juridique que j'ai lu dans des articles sur qui lui rendaient hommage. En tout cas, c'était quelqu'un qui se tenait auprès des personnes les plus vulnérables, les peuples en lutte pour leur dignité, leur liberté et leur indépendance. Lorsque il est décédé, un hommage lui a été rendu début décembre 2024 avec des personnes qui sont venues du monde entier pour lui rendre un dernier hommage. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement émouvant, des gens qui sont venus de Nouvelle-Calédonie, de Kanaki, de Turquie, d'Algérie, etc., et dont des personnalités très importantes. Et l'ambassadrice de Palestine a eu un geste extrêmement fort. Elle a remis à Manuel Devers, donc ici présent, le fils de Gilles, un kéfier symbolisant la transmission de la défense de la cause palestinienne qui repose désormais sur Manuel Devers, qui d'ailleurs publiquement, on l'a dit, notamment dans un article du Monde, mais il a eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, qu'il allait reprendre le flambeau de la défense de la cause palestinienne. Donc, si nous avons décidé d'organiser cette conférence, c'est pour mettre en lumière le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, appliqué à plusieurs situations. Appliqué à la question palestinienne, appliqué à la question du Sahara occidental et appliqué à la Nouvelle-Calédonie. On aurait pu le décliner malheureusement dans d'autres situations. On a choisi ces trois situations que le cabinet Devers connaît bien, notamment parce que le cabinet Devers est à l'origine des plaintes pour les Palestiniens devant la Cour pénale internationale. Donc, Manuel va vous expliquer dans quelles conditions le cabinet a saisi la CPI de très nombreuses plaintes. Et le cabinet Devers est également à l'origine d'une série de procédures devant la Cour de justice de l'Union européenne pour le Front Polisario, pour faire valoir les droits du peuple sahraoui devant la Cour de justice de l'Union européenne. Et donc il nous est apparu important, surtout dans un moment où le droit international est méconnu, piétiné, de présenter la situation de ces peuples qui luttent pour sortir d'une situation coloniale qui est particulièrement injuste. Pourquoi nous avons choisi de mettre l'accent sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes? C'est parce qu'il s'agit d'un droit fondamental, duquel vont découler beaucoup d'autres droits, comme le droit à l'existence, le droit au développement, le droit de disposer de ses ressources naturelles, le droit à voter, le droit à la non-discrimination. Et donc, il est particulièrement important, il nous est paru important d'évoquer ces situations sous l'angle du non-respect du droit du peuple à disposer d'eux-mêmes. Donc, je vais laisser la parole à Manuel, qui
qui va donc, vous présenter en quoi consiste le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et il va ensuite vous présenter les expériences du cabinet de Verre devant différentes instances, la CPI et la Cour de justice de l'Union européenne, pour ensuite nous parler de la Nouvelle-Calédonie, puisque la France aussi eh bien, ne respecte pas les droits de certains peuples à disposer d'eux-mêmes. On aurait pu parler de Mayotte, on a choisi aujourd'hui de parler de la Nouvelle-Calédonie. Voilà, parce qu'il y a des choses à dire, et le cabinet de Verre aussi connaît cette situation. Merci Daniel. Merci beaucoup Brigitte pour cette présentation. Merci beaucoup dans nos internes pour la vocation. Très heureux d'être parmi vous. Comme tu l'as dit, je parle un peu plus fort comme ça. Voilà. Comme tu l'as dit, pour moi il y a plusieurs choses qui se jouent en réalité, parce que c'est un travail que je fais sur des causes, la cause palestinienne, la cause sahraoui, la cause aussi du peuple de Nouvelle-Calédonie. Et c'est un travail que je faisais avec mon père, avec lequel j'avais une relation très forte, puisqu'on a commencé à faire ce travail il y a 15 ans ensemble. Ça a démarré en 2009. Et pendant 15 ans, ça a été mon partenaire de jeu, parce que c'était avec lui qu'on a monté toutes les procédures. Lui, peut-être avec le côté un peu plus politique, moi avec le côté un petit peu plus technique, mais c'était vraiment un travail de deux à deux, et que maintenant je poursuis. Voilà, c'est vraiment l'objectif que je me fixe, avec le sentiment d'avoir vraiment une très grosse force d'inertie derrière moi, de me sentir porté. Et donc, comme je le dis toujours un petit peu, voilà, c'est la vie, mais de mon côté, il n'y a pas du tout d'abattement. Et au contraire, on va continuer les procédures comme on l'a fait auparavant, surtout qu'on a de bons résultats et on a bien progressé. Donc je pense que c'est la meilleure manière de faire. J'ai voulu, quand on s'est rencontrés et qu'on a discuté un peu des thèmes de pointe de la conférence, au début on voulait viser la question de la Palestine, bien sûr, celle du Sahara occidental aussi, parce que c'est deux procédures sur lesquelles on était vraiment très impliqués. Mais on s'est dit aussi qu'il fallait inclure la question de Nouvelle-Calédonie, de Kanaki, et à ça, il y a plusieurs raisons. D'abord, je dirais peut-être un intérêt un peu personnel, professionnel, parce que dans le cadre des procédures sur le Sahara occidental, je me suis beaucoup intéressé à ce qui se passait en Nouvelle-Calédonie. Parce que aussi, des fois on me dit, oui, vous intéressez uniquement à la question du peuple palestinien, celle du peuple sahraoui, pourquoi pas les autres? Mais nous, il n'y a pas de régime de faveur. Je ne me réveille pas maintenant en me disant comment est-ce qu'on va pouvoir persécuter le Maroc ou Israël. Et évidemment, on regarde ce qui se passe chez nous. Et la France est puissance administrante, c'est une puissance coloniale en Nouvelle-Calédonie. C'est une puissance coloniale en Polynésie. Elle occupe illégalement Mayotte, qui est un territoire comorien. Et donc les référendums et les votations qui sont faites là-bas sont toutes aussi illégales que celles qui sont organisées par la Russie en Crimée ou dans le Donbass, ça c'est sûr. Et ensuite, évidemment, il y a des questions de droit d'autodétermination qui se posent sur d'autres territoires, par exemple en Guyane, où la France a été contrainte, du fait des événements, de reconnaître des peuples autochtones sur place. Donc, cette idée de vouloir inclure la Calédonie, elle est aussi de dire, en réalité, il n'y a pas de régime de faveur, où on regarde tout le monde, bien sûr. L'autre intérêt aussi, c'est que, et ça c'est un point sur lequel je veux vraiment insister, c'est que ce sont trois situations où s'applique le droit à l'autodétermination, et pas n'importe quel droit à l'autodétermination, c'est le droit à l'autodétermination et à l'indépendance. C'est-à-dire que le peuple a le droit, dans le choix de son statut politique, de décider de devenir un État indépendant. L'ajout de la question de Nouvelle-Calédonie est intéressant aussi parce qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a la double problématique de l'autodétermination. Il y a celle du peuple de Nouvelle-Calédonie, qui se compose du peuple kanak et de ce qu'ils appellent les accidentés de l'histoire, parce que la Nouvelle-Calédonie était une colonie pénitentiaire par la France, et qu'après il y a eu ce groupe du Nickel, où la France a envoyé beaucoup de population. Au plan de la démographie dans le territoire, on estime que c'est un rapport à peu près à 50-50, c'est-à-dire 50% de kanak et 50% de non-kanak. Et donc, dans le cadre de la Nouvelle-Calédonie, il y a une reconnaissance du droit à l'autodétermination à l'intérieur du droit à l'autodétermination du peuple de Nouvelle-Calédonie, qui est ce droit à l'indépendance et à avoir un État, qui est un droit spécifique pour le peuple kanak en tant que peuple autochtone. L'autre chose qui m'intéressait, c'est que quand on compare les trois situations, on voit qu'il y a deux situations coloniales, c'est-à-dire qu'il y a deux territoires qui sont sur la liste de l'ONU des territoires dévalorisés, c'est le Sahara occidental et la Nouvelle-Calédonie.
similitude qu'on trouve, c'est deux situations d'occupation militaire cette fois. La situation de la Palestine, évidemment, mais aussi celle du Sahara occidental. Et quand on compare la situation du Sahara occidental et celle de la Palestine, on voit qu'il y a d'autres similitudes. Moi, j'en vois au moins trois. D'abord, il y a l'idée quand même d'une puissance tutélaire qui a abandonné sa responsabilité et qui a laissé le peuple se faire massacrer. Donc, dans le cas de la Palestine, c'est le Royaume-Uni, avec l'abandon du mandat par le Royaume-Uni. Dans le cas du Sahara occidental, c'est l'abandon par l'Espagne de sa responsabilité de puissance administrante. C'est-à-dire que l'Espagne avait des obligations à l'égard du peuple sahraoui, elle devait les amener vers l'indépendance, et au moment où le régime bascule avec la mort Franco, l'Espagne se retire, elle laisse le Maroc envahir le territoire. Le deuxième point que je trouve très très fort entre la situation du Sahara occidental et de la Palestine, c'est la question des réfugiés. Les deux peuples sont des peuples de réfugiés. Pour la Palestine, je ne développe pas parce que la situation est bien connue, mais dans le cas du Sahara occidental, c'est en réalité les 2 tiers du peuple du Sahara occidental qui vit réfugié en dehors de chez lui, dans les campements de réfugiés, dans le grand sud algérien, dans des conditions extrêmement dures. Si vous avez un jour l'occasion d'y aller, on est vraiment saisi quand on va là-bas. C'est-à-dire que d'abord, y aller, c'est vraiment terrible, et ensuite, on a vraiment l'impression d'être... on est littéralement perdu dans le désert, suspendu dans le temps. Et c'est une situation qui est extrêmement dure. Et à chaque fois que j'y vais, je reviens de là-bas avec un sentiment d'urgence de me dire mais c'est pas possible, ces gens ne peuvent pas rester comme ça, il faut arriver à faire des choses. Le troisième point, pour moi très fort, qui existe entre le Sahara occidental et la Palestine, c'est la question du génocide. C'est-à-dire que j'en parlerai ce soir, quand il y a eu l'après 7 octobre, au cabinet, on a tout de suite compris, parce que ça faisait 15 ans qu'on travaillait sur la question, qu'on basculait dans autre chose. Et de 2009 jusqu'au 7 octobre, on était, nous, sur effectivement la notion de crime de guerre, de crime contre l'humanité, qui était réalisée. Et on trouvait parfois un excès chez certains à parler de crime de génocide. Avant cette période, vous ne trouverez aucun écrit du cabinet de Verre parlant de crime de génocide. Par contre, après le 7 octobre, on voit une rhétorique se développer du côté des Israéliens, des actes aussi très précis. La destruction des canalisations d'eau, la destruction des boulangeries, c'est-à-dire en fait la destruction des conditions d'existence du peuple palestinien, avec les déclarations qui vont avec, où là on comprend immédiatement qu'on bascule sur autre chose, qui est le crime de génocide. Et pourquoi est-ce qu'on réalise tout de suite qu'il y a le crime de génocide? C'est parce qu'en réalité on a en tête la situation du Sahara occidental, où quand le Maroc envahit le territoire du Sahara occidental, il commet un crime de génocide contre le peuple sahraoui. Au Sahara occidental, ce crime de génocide, il se manifeste par le Royaume du Maroc qui envahit le territoire. On parle toujours de la marche verte qui est glorifiée par la presse française comme étant une marche pacifique, c'est faux. Il y avait des contingents militaires qui ont envahi le territoire. Et donc les Sahraouis ont eu 2 options, soit ils restaient dans les villes qui étaient sous occupation, soit ils partaient dans le désert. Et donc, les enfants sont restés dans les villes, les vieillards aussi, mais la majeure partie de la population est partie, avec des familles qui étaient déchirées entre les territoires occupés et les campements de réfugiés. J'ouvre une parenthèse, je vous raconte une petite histoire, mais moi qui m'a particulièrement touché, 2 même. La première, d'abord, c'est un des représentants du Front Polisario, l'actuel représentant du Front Polisario en France. Il est parti, il a laissé sa mère. Et puis, il y a eu cessez-le-feu avec le Royaume du Maroc et un programme qui a permis aux Sahraouis de retourner un petit peu en territoire occupé. Il a eu l'occasion de retourner en territoire occupé, il n'avait pas vu sa mère depuis tout ce temps. Après 25 ans, il a eu l'occasion d'y retourner pour lui dire au revoir parce qu'elle mourait. Je peux donner une autre situation aussi qui parle de la violence de ce qu'on fait à ces gens-là. Ces 2 sœurs, l'une qui construit et qui grandit en territoire occupé et l'autre dans les campements de réfugiés. Et celle qui est en territoire occupé décède. Celle qui est en campement de réfugiés l'apprend. Et en fait, elle dit que c'est sa sœur, mais que la réaction est minime parce qu'il n'y a pas de lien filial. Il n'y a pas de lien de fraternité, il n'y a pas de lien de sororité à cause de l'occupation de la famille qui était brisée. Voilà, c'est ça qui est imposé au peuple sahraoui. Quand je parlais donc de cette question du génocide, c'est que quand le Maroc envahit le territoire, il occupe une partie, il y a une partie du peuple qui part, et au début, les campements de réfugiés sahraouis sont en territoire sahraoui, près de la frontière avec la Mauritanie et l'Algérie, mais ils sont au Sahara occidental. Et le Royaume du Maroc, avec l'aide de la France, retourne dans le désert
avec des avions, ça n'a aucun intérêt des avions dans le désert, parce que le désert c'est une guerre de guérilla au sol. En réalité, on retourne avec les avions pour faire des repérages, et on revient, et on utilise le napalm et les bombes au phosphore sur les forêts et campements de réfugiés. C'est pour ça que les réfugiés sahraouis se retrouvent maintenant dans le Grand Sud algérien. C'est parce qu'en réalité, c'était la seule manière pour le Front Polisario de protéger le peuple sahraoui de la guerre d'extermination. Et à l'époque, quand vous reprenez les slogans du Front Polisario, ils avaient un thème qui revenait systématiquement, qui était l'indépendance ou le génocide. Donc eux, ils ont tout de suite perçu la situation. Ce qui était assez attachant quand on a discuté avec eux, c'est que quand on faisait les procédures, ils ne nous en parlaient pas. C'est-à-dire qu'on trouvait ce mécanisme de refoulement qui existe chez les victimes qui sont victimes des crimes les plus graves, où elles n'en parlent pas. Et c'est dans le cadre des recherches pour la procédure devant les juridictions de l'Union européenne que je tombe sur cet arrêt de l'audience nationale espagnole, datant d'avril 2015, qui dit quand le Royaume du Maroc a envahi le territoire, il a utilisé le napalm et les bombes au phosphore sur la population sahraoui avec l'intention de détruire le peuple sahraoui pour apprendre son territoire. Et donc la justice espagnole lance des mandats d'arrêt contre plusieurs généraux marocains pour crimes de génocide. Et donc, quand on a la compréhension du Sahara occidental, on comprend qu'en réalité, le Royaume du Maroc, c'est pas le seul, hein, je veux dire, encore une fois, je ne fais pas un sort particulier, parce qu'en réalité, on pourrait aussi parler de la politique allemande en Namibie, de ce qu'a fait la France en Algérie ou en ailleurs. C'est-à-dire que toute politique de colonisation a une dimension génocidaire. Mais ce que fait le Maroc à l'époque, c'est qu'il veut se débarrasser du peuple sahraoui pour se débarrasser du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Et donc, quand on regarde ce qui se passe à Gaza après le 7 octobre, c'est immédiatement ce qu'on comprend. C'est-à-dire, c'est la même mécanique. Israël commet le génocide parce qu'il veut supprimer le peuple palestinien pour supprimer la question de l'autodétermination. Donc ça, c'est deux parallèles que je trouve très très forts entre la question sahraoui et la question du Sahara occidental, la question de la Palestine. Les trois autres parallèles qui me passent intéressants entre la Nouvelle-Calédonie, le Sahara occidental et la Palestine, c'est que dans les trois cas, il y a trois mouvements de libération nationale. Il y a l'OLP évidemment pour la Palestine, il y a le Front Polisario pour le Sahara occidental, et il y a le Front Libération kanak et socialiste pour la Nouvelle-Calédonie. Et le statut du FLNKS est un petit peu particulier parce que l'Assemblée générale n'a pas reconnu comme représentant du peuple. Je l'ai dit, en Nouvelle-Calédonie, il y a deux peuples. Il y a le peuple de Nouvelle-Calédonie qui est le titulaire du droit d'autodétermination à l'indépendance, et au sein de ce peuple, il y a la population autochtone kanak qui a un droit spécifique à l'autodétermination, mais l'Assemblée générale le reconnaît comme représentant du territoire, et ensuite, il est signataire des accords de Nouméa avec la France. C'est le troisième point, c'est l'autre point commun, il y en a plusieurs, que j'identifie entre ces trois situations, c'est que dans les trois cas, vous avez des accords qui sont censés là, normalement, pour permettre la mise en œuvre du droit à l'autodétermination. Alors, dans le cas de la Palestine, ce sont les accords d'Oslo. Dans le cas du Sahara occidental, c'était un plan de règlement entre le Royaume du Maroc et le Front Polisario. Et dans le cadre de la Nouvelle-Calédonie, c'est les accords d'Oudinot d'abord, et puis après, l'accord de Nouméa. Et ce qui est intéressant sur l'accord de Nouméa, j'attire vraiment votre attention là-dessus, parce que la France a un problème colonial qu'elle n'arrive pas à voir. Et on voit beaucoup de tribunes, et on a l'impression que c'est qu'un accord de Nouméa, c'est une espèce de tract politique, mais non, pas du tout. Du point de vue des Nations Unies, c'est un accord d'économisation, c'est un véritable accord international. Et à l'intérieur, quand on utilise le langage qui est utilisé, c'est un langage qui est performatif. Il dit des choses, c'est pas simplement de la décoration. Et donc, évidemment, ça c'est l'autre point pour moi qui est très très fort dans cette situation-là de Nouvelle-Calédonie, qu'on oublie un peu par rapport aux autres, c'est l'existence d'un mouvement de libération nationale et un accord de décolonisation. La dernière parallèle que je vois, au plan factuel, c'est la question de la colonisation du peuple. Alors, dans le cadre de la Palestine, à nouveau, je n'ai pas besoin de revenir, elle est évidente. Voilà, ça fait depuis très longtemps qu'on a la conscience du fait de la politique qui est pratiquée par Israël, qui vise à acquérir le territoire en implantant sa population, avec une spécificité par rapport aux autres territoires où il y a cette construction des colonies, ce qui fait qu'il y a une géographie de la colonisation de peuplement en Palestine qu'on ne trouve pas forcément dans les autres territoires. Dans le cas du Sahara occidental, il y a aussi évidemment une question d'une politique de colonisation. On estime qu'au sein du Sahara occidental, dans la zone sous occupation, le rapport il est de 2 tiers pour 1 tiers. C'est-à-dire 1 tiers
de Sahraouis et 2 tiers de colons marocains. Donc, la perspective est la même, simplement, au Sahara occidental, la colonisation de peuplement se fait sur tout le territoire, il n'y a pas cette dimension géographique qu'on retrouve en Palestine occupée. Et le troisième point, évidemment, c'est la France. Je pense que vous avez suivi l'actualité avec les événements du 13 mai en Nouvelle-Calédonie, l'explosion de violence qu'il y a eu. Pourquoi est-ce qu'il y a cette explosion de violence? Parce que l'accord de Nouméa se fait sur un équilibre très spécifique, qui est de dire, nous, peuple kanak, on était là avant la colonisation française, il y a des descendants d'Européens d'autres populations qui sont là du fait de l'histoire, ce qu'on appelle les accidentés de l'histoire. On leur ouvre notre droit à l'autodétermination et on les prend ensemble avec nous, et tout ça forme le peuple de Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est quand même un geste d'ouverture. Dans l'histoire de la colonisation, on n'en voit pas beaucoup comme ça. Simplement, évidemment, il y a un rapport qui est difficile parce qu'il y a une population autochtone et il y a une population non autochtone. Et dans cette population non autochtone au territoire, il y a des populations françaises, très lointaines, des descendants de Bagnards. Il y a aussi tous ceux qui sont arrivés là avec le boom du nickel, parce que la Nouvelle-Calédonie a les premières réserves mondiales de nickel. Et puis après, il y a en fait tout un tas d'autres communautés, indonésiennes, wallisiennes, qui sont là en fait du fait de la colonisation de la France, où on faisait venir tous ces peuples pour les faire travailler dans les mines de nickel ou ailleurs. Il y a aussi, on dit, une population d'origine kabyle, parce que la France déportait les Algériens en Nouvelle-Calédonie. Et ces Algériens maintenant ont fait souche en Nouvelle-Calédonie. Donc il y a une démographie dans le territoire qui est très particulière, qui fait qu'au moment où on a les accords de Nouméa, il y a un deal qui est passé avec la France qui dit on ne prend plus de nouveaux arrivants, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent venir en Nouvelle-Calédonie, mais par contre, le peuple de Nouvelle-Calédonie, on l'arrête, on le restreint, et c'est la question du corps électoral restreint. C'est-à-dire que quand vous êtes en Nouvelle-Calédonie, il y a 3 listes électorales. Il y a une liste nationale, le terme n'est pas bon, mais pour toutes les élections, c'est-à-dire les élections nationales en France, où les gens dans le territoire, et tous les gens dans le territoire, peuvent voter pour les présidentielles ou à l'Assemblée nationale, et ainsi de suite. Il y a après les élections spécifiques au territoire. Et sur les élections spécifiques au territoire, il y en a de deux types. Il y a le vote pour les consultations référendaires, où il y a 3 consultations qui devaient être organisées, et après il y a les élections provinciales. C'est-à-dire que la Nouvelle-Calédonie, elle a ses propres institutions, elle a un congrès qui est une sorte de parlement, et donc n'ont droit de voter pour les élections au congrès que les gens qui font partie du peuple de Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire le peuple kanak et ceux à qui il a ouvert son droit d'autodétermination. Et donc, là où vient cette violence du 13 mai, elle ne tombe pas de nulle part, c'est que la France dit eh bien, je vais dégeler le corps électoral en Nouvelle-Calédonie. Et donc, les Français, comme moi, comme vous, qui sont de métropole, qui vont s'installer là-bas, ils acquièrent le droit de participer aux votes qui concernent spécifiquement le territoire, qui sont des votes qui concernent le peuple. Le vote référendaire, le vote aux élections provinciales. Et donc, en Nouvelle-Calédonie, on retrouve cette question de la problématique de colonisation de peuplement, où au moment où l'Assemblée générale va reconnaître le droit à l'autodétermination du peuple, Mesmer, à l'époque ministre de l'Intérieur, fait une circulaire en disant la solution pour garder le territoire face aux vagues de colonisation, c'est d'envoyer massivement des populations d'origine française pour altérer la démographie, se retrouver majoritaire, s'il y a un vote d'autodétermination, le vote se fait en faveur de la France. Donc, la France, par rapport à Israël, par rapport au Maroc, je dirais, elle fait ça avec un code blanc, mais en réalité, on trouve la même brutalité pour les Kanaks. Donc, ça, c'est le tour d'aperçu de toutes les problématiques qu'il y a un petit peu d'un territoire à un autre. Maintenant, je voudrais rentrer un petit peu plus dans la discussion juridique. Et la discussion juridique, je voudrais l'articuler principalement sur 3 axes. Le premier, d'abord, c'est vous expliquer un peu ce que c'est que ce droit à l'autodétermination qu'on explique très très mal. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on présente ça comme un vrai principe politique qui n'a pas de substance juridique. Le deuxième point aussi qui m'intéresserait, pour vous aussi que vous compreniez bien, c'est la relation de l'État à son territoire et les conséquences que ça a. Parce que la France n'est pas souveraine en Nouvelle-Calédonie. Parce que le Royaume du Maroc n'est pas souverain au Sahara occidental, et ainsi de suite. Donc quel est le statut de ces États-là dans ces territoires? Et puis après, je développerai un petit peu ensuite pour qu'on n'en reste pas simplement un exposé théorique, mais qui est de voir comment est-ce que par la procédure et le développement du contentieux au droit international, on arrive à faire avancer ces causes avec ce qui a été le travail au sein du cabinet,
qui était effectivement la procédure devant la Cour pénale internationale, qui a été démarrée en 2009 avec un scepticisme immense autour de nous, et qui a fini par aboutir au mandat d'arrêt concernant les dirigeants israéliens en novembre dernier, et puis la même scepticisme concernant les procédures du Fonds Polisario devant les juridictions de l'Union européenne, et qui a abouti à un résultat tout aussi spectaculaire, peut-être moins pour le grand public, mais avec l'annulation des accords conclus entre l'Union européenne et le Maroc, ce qui est vraiment, au plan juridique, une nouveauté totale, puisqu'il n'y a jamais une juridiction qui a annulé des accords internationaux. Alors, sur ce droit à l'autodétermination qu'on connaît si mal, bon, le droit à l'autodétermination, si je synthétise, vous avez deux types de droits d'autodétermination. En tout cas, deux qui répondent à des régimes juridiques relativement connus en droit international. Vous avez le droit d'autodétermination des peuples autochtones, qui repose sur une déclaration des Nations Unies qui date de 2007. Et donc ce cas-là, c'est le cas des populations, je dirais, pré-étatiques, qui étaient là avant l'établissement de la souveraineté de l'État. Donc il y a des populations autochtones au Brésil, il y a des populations autochtones en Guyane. Et donc ces peuples-là, depuis 2007, on leur reconnaît un droit spécifique à l'autodétermination, qui est un droit interne à l'autodétermination. Ils ont le droit, dans le cadre de la souveraineté territoriale de leur État, de déterminer certains de leurs droits avec un certain droit à l'autonomie, donc un droit à la reconnaissance de leur spécificité, un droit à la propriété sur leurs ressources naturelles. Et ce premier droit-là, il est important parce que, au plan du consentement de ces peuples, le droit international définit un standard pour savoir comment est-ce que ces peuples consentent à l'exercice de leurs droits, qui est le consentement libre, préalable et informé. C'est-à-dire que pour obtenir ces peuples qui refusent finalement de se faire, de donner leur consentement, de se faire définir par des structures non autochtones, et éviter par exemple qu'il y ait quelqu'un qui s'autoproclame chef de tel ou tel peuple, on utilise un processus de consultation avec ces peuples-là, et dans ce processus de consultation, on arrive à un stade où en réalité on dégage un consentement qui est libre, préalable et informé, et à ce moment-là on peut dire que ce peuple-là a consenti à l'exploitation de ses ressources naturelles. Ce consentement libre, préalable et informé, il vaut pour les peuples autochtones de Guyane par exemple, et que la France ignore, mais il vaut. Et ce processus de consultation, ce n'est pas un processus de consultation comme on peut demander un avis, c'est un processus qui sert à dégager un consentement. Donc ça, c'est la première composante du droit à l'autodétermination qui apparaît vraiment à partir de 2007, en tout cas qui répond à un régime juridique très stable à partir de cette date. Et puis après, vous avez le grand droit à l'autodétermination, dont sont titulaires le peuple palestinien, le peuple sahraoui et le peuple de Nouvelle-Calédonie. C'est le droit à l'autodétermination et à l'indépendance. C'est-à-dire que ces peuples-là ont le droit à un établissement d'un État. Au plan du régime de ce droit-là, il y a 4 composantes. Et ce n'est pas simplement la libre détermination du statut politique. Ce droit-là, d'abord, il repose sur le droit à l'intégrité territoriale. Les peuples des territoires où il s'applique le droit à l'autodétermination et à l'indépendance ont le droit à l'intégrité territoriale. Quand Israël construit ses colonies en Palestine occupée, c'est une violation du droit à l'autodétermination du peuple palestinien, pris en sa composante territoriale, qui est le droit à l'intégrité territoriale. Quand l'Union européenne conclut un accord avec le Maroc et l'applique au territoire, c'est une atteinte à l'intégrité territoriale. Quand on parle de la Nouvelle-Calédonie, où j'entends certaines personnes du camp loyaliste en disant bon, on va régler le problème, on va faire sécession, puis nous on va garder le sud et les Kanaks prendront le nord, c'est une violation de l'intégrité territoriale parce qu'il ne peut pas y avoir de sécession ou le fait de céder un bout du territoire à quelqu'un d'autre. Donc c'est la première composante du droit à l'autodétermination, c'est le droit à l'intégrité territoriale, et le peuple qui dispose de ce droit, il a le droit de s'autodéterminer politiquement à l'égard de l'ensemble de son territoire. La deuxième composante du droit à l'autodétermination à l'indépendance, c'est le droit de souveraineté permanente sur les ressources naturelles. Les ressources qui viennent du territoire, ce sont les ressources du peuple. Elles n'appartiennent qu'à ce peuple. Vous voulez les prendre, il faut prendre son consentement, il faut avoir son consentement. Donc, ça règle la question de toutes les activités économiques en Palestine ou au Sahara occidental. La question qu'il faut poser, c'est quand il y a une activité économique là-bas, est-ce qu'elle se fait avec le consentement du peuple? Si une activité qui se fait sans consentement du peuple, elle est illégale. La troisième composante du droit à l'autodétermination, c'est le droit à l'unité nationale. Ces peuples sont des peuples au sens du droit international, ils le sont tout autant que le peuple français, tout autant que le peuple allemand, le peuple italien.
C'est-à-dire qu'on est toujours sur l'idée de dire « Ah, mais il n'y a pas d'État, donc il n'y a pas de peuple ». Non, en réalité, en droit international, il y a deux types de peuples. Il y a les peuples pour lesquels le processus d'autodétermination est en cours, mais ils ont la qualité de peuple, et puis après, il y a les peuples structurés en État. Mais le droit international, il résonne sur une notion où il calque le régime des peuples structurés en État et il l'applique aux peuples qui sont en droit de constitution de leur propre État. Et donc, ces peuples-là ont le droit à l'unité nationale. C'est là où on retrouve la problématique de la colonisation de peuplement. C'est-à-dire que quand Israël colonise le territoire de la Palestine, c'est une violation du droit international humanitaire. La puissance occupante n'a pas le droit d'importer sa population civile. C'est aussi une violation du droit à l'unité nationale du peuple palestinien, parce qu'on altère la démographie dans le territoire. Et c'est la même chose qui se joue au Sahara occidental avec la colonisation de peuplement par le Maroc, c'est la même chose qui se joue en Nouvelle-Calédonie avec ce que fait la France. Quand la France cherche à ouvrir le corps électoral pour permettre à des gens comme vous et moi qui n'ont aucun lien avec le territoire de participer aux élections, c'est une colonisation de peuplement, on vise à modifier la structure démographique du territoire, c'est une violation du droit à l'unité nationale. Et quand l'ONU regarde la question de l'immigration en Nouvelle-Calédonie, elle regarde la question du gel du corps électoral dans les résolutions de l'Assemblée générale comme une mesure de contrôle de l'immigration. C'est-à-dire que moi, Français qui vis en Nouvelle-Calédonie, je suis étranger au territoire. Et la fraude dans l'opinion publique, c'est que la France n'a jamais expliqué que la Nouvelle-Calédonie, ça n'est pas un territoire français, que moi, Français qui vais m'établir, je vais m'établir à l'étranger. Donc les gens là-bas sont bien sympathiques de m'accueillir chez eux, mais je ne peux pas commencer à me plaindre d'une violation du principe démocratique, de mes droits électoraux, alors que je ne fais pas partie du peuple en question. Donc, intégrité territoriale, unité nationale, droit de souveraineté permanente sur les ressources naturelles, et ensuite la quatrième composante, celle qu'on connaît le mieux, qui est la libre détermination du statut politique, c'est-à-dire le droit de choisir entre l'indépendance ou le rattachement ou l'intégration à un autre État, avec deux volets, c'est-à-dire soit la libre association, quelques États qui ont choisi ce statut-là, par exemple les îles Cook avec la Nouvelle-Zélande, mais globalement, l'histoire du droit à l'autodétermination, c'est l'indépendance. Il y a très peu de cas où les peuples à qui on a reconnu le droit à l'autodétermination, j'en connais pas en réalité, ont choisi l'intégration. Donc, voilà les quatre composantes du droit à l'autodétermination à l'indépendance qui en réalité répond à un régime juridique très clair. Ce droit ensuite, il a un critère d'application, à nouveau, qui est tout aussi clair, qui est le critère de la volonté libre et authentique. C'est-à-dire que pour qu'on puisse voir qu'il y a un exercice valable du droit à l'autodétermination, il faut s'assurer que le peuple a bien exprimé sa volonté libre et authentique. Le caractère de liberté, ça veut dire qu'on s'assure qu'il n'y a pas d'acte de coercition qui est exercé à l'égard de l'État, du peuple en question. Et donc là, moi, je mets mes lunettes de juriste, je regarde la situation de Nouvelle-Calédonie, je me dis, il y a un problème. Parce que la France a fait entonner une partie des leaders du 13 mai, dont le président du FLNKS. Donc comment est-ce qu'on arrive à avoir des négociations pour l'autodétermination du territoire quand une partie de la représentation politique du peuple au sein du territoire est dans les prisons françaises à 24 000 km? Donc il y a un problème de liberté. Le deuxième critère pour la volonté, c'est la volonté authentique. Ce critère d'authenticité, il est à dire en lien avec le critère d'unité nationale, c'est-à-dire qu'on veut bien s'assurer que c'est le peuple du territoire, la population du territoire, celle qui constitue le peuple, qui décide le sort du territoire et pas quelqu'un d'autre. Et donc on retrouve la question de la colonisation de peuplement, dont je parlerai un peu pour le Sahara occidental, où quand on avait des accords avec l'Union européenne, l'un des jeux de la Commission, c'était de dire oui, mais il y a une substitution de population, donc en fait, pour avoir le consentement pour les accords avec le Maroc, il me suffit de demander aux gens qui sont dans le territoire, et c'est comme ça que j'obtiens le consentement. Et la réponse est non, parce qu'il y a un défaut d'authenticité. Vous voulez le consentement du peuple sahraoui, il faut majoritairement les gens qui sont dans les camps de réfugiés, parce que c'est eux qui constituent le peuple. Donc à nouveau, ce critère d'authenticité, c'est une protection du peuple contre une espèce de volonté de substitution. Parce que c'est un jeu classique qu'on voit dans toutes les situations. On reconnaît le droit à l'autodétermination dans un territoire, on modifie la démographie, et au moment où on organise le vote, au miracle, les gens veulent le rattachement à la France, ils veulent le rattachement à la Russie, et ainsi de suite. Voilà. Donc pour prévenir de ça, le droit international exige ce critère d'authenticité. Donc ce droit d'autodétermination, en réalité, qu'on présente comme un principe qui est vague, il est très clair. Je veux simplement maintenant dire un mot sur les contextes
Dans le cas du Sahara occidental de Nouvelle-Calédonie, les peuples qui sont titulaires de ces droits, parce que ce sont des situations de décolonisation, ce sont des peuples coloniaux au sens de la résolution 1514. Dans le cas de la Palestine, c'est un petit peu différent, parce que ce qu'a fait l'Assemblée générale, c'est qu'elle a pris les régimes qui étaient applicables aux coloniaux, et elle l'a étendu au peuple palestinien. Donc l'Assemblée générale ne traite pas comme une question de décolonisation, elle le traite comme le droit à l'autodétermination d'un peuple qui a été soumis à une occupation étrangère. Et donc, le droit à l'autodétermination du peuple palestinien, c'est pas sur tout le territoire historique de la Palestine, de la terre, c'est sur le territoire depuis 1967. C'est ça l'assise territoriale du droit à l'autodétermination du peuple palestinien, suivant l'Assemblée générale. Dans le cas de la Kanaki, il y a un autre point que je voudrais développer, c'est que, comme je le disais, en fait, il y a deux peuples en fait, en Nouvelle-Calédonie. Il y a le peuple colonial, qui est le peuple de Nouvelle-Calédonie, qui se compose du peuple kanak et des autres communautés. Et après, à l'intérieur de ce peuple de Nouvelle-Calédonie, eh bien, il y a ce peuple kanak qui est le peuple autochtone, auquel il faut faire attention spécifiquement. Et là, ce qui est très intéressant à nouveau dans les accords de Nouméa, c'est qu'ils sont précurseurs par rapport à la déclaration de 2007, parce que dès 1998, la France reconnaît le peuple kanak comme peuple autochtone, comme peuple premier du territoire. Et donc, là-dessus, ça permet aussi de lire en fait ce qui a été la troisième consultation qui a été organisée par la France en 2021. C'est qu'à l'époque, on est en sortie de Covid, la population kanak est particulièrement touchée et elle est très traumatisée par ce qui se passe parce que ça lui rappelle en fait la prise de territoire par la France où la France a apporté des maladies qui n'existaient pas dans le territoire et qui ont décimé la population. On parle au moins de la moitié de la population kanak qui a été tuée au moment de la colonisation française. À l'échelle de l'histoire des dominants, pour nous, c'est rien du tout et on ne voit pas le problème. Les Kanaks, ils ont dans la transmission permanente de ce qui s'est passé les 150 ans qui se sont écoulés, pour eux, c'est comme si c'était hier. Et donc, avec le Covid, ils revivent ce traumatisme de la colonisation française de manière particulièrement forte. Et puis en plus, il y a la question aussi culturelle où là-bas, il y a des rites mortuaires particuliers avec le fait de devoir aller dans chaque famille pour présenter les condoléances avec une cérémonie, etc. Et un teuil du deuil qui est un teuil du deuil qui se fait sur un temps long et qui peut durer 6 mois, 9 mois. Voilà. Et alors qu'on est en pleine sortie de Covid, qu'est-ce qu'elle a comme excellente idée notre cher président Macron? C'est de précipiter la consultation et de la faire à la sortie du Covid. Et donc évidemment pour les Kanaks c'est impossible, c'est totalement inadmissible, donc ils refusent de prendre part au vote. Le vote se tient quand même. Et le résultat est le suivant. 95% des votants demandent le rattachement à la France, rejettent l'option d'indépendance. Donc c'est un oui massif. Sauf que quand on regarde le détail du scrutin, il y a simplement 40% qui votent en faveur. C'est-à-dire que sur les 90% qui se sont exprimés, il y a en réalité, sur le vote à 90% pour la France, il y a 40% en réalité de suffrages exprimés. Et dans les 40%, c'est 45%, et dans les 42%, c'est 42% en faveur du rattachement à la France, 3 contre le rattachement à la France, et puis après des abstentions. Et donc, on a un problème là-bas où, en fait, pour moi, la troisième consultation n'est pas valable. Elle n'est pas valable sur 2 plans. D'abord parce que le peuple kanak est le peuple premier du territoire. Les Kanaks, ils ont une bonne expression sur la manière dont ils décrivent la situation et ce geste d'ouverture aux autres communautés. Ils disent que le peuple de Nouvelle-Calédonie se construit à partir du peuple kanak. Le peuple kanak, c'est le poteau central au milieu de la case, à partir de laquelle on bâtit la société interculturelle néo-calédonienne. Et donc, quand on regarde la troisième consultation, la question c'est ça, c'est comment est-ce qu'on fait l'autodétermination du territoire sans la participation du peuple kanak, qui est le peuple premier, qui est le poteau central. Ça n'a aucun sens. Donc, évidemment, le troisième référendum, il n'est pas valable. Et après, il y a un deuxième jeu pernicieux pour vous à suivre dans la communication française, c'est que la France dit « Ah, le peuple de Nouvelle-Calédonie a rejeté l'indépendance, donc il a confirmé sa volonté de demander l'intégration à la France. » En réalité, au plan du droit international, c'est une aberration, c'est totalement faux. Quand on regarde les diverses modalités dont on peut exercer le droit à l'autodétermination, il y en a principalement 2. Il y a les accords d'indépendance. Toute l'indépendance des colonies portugaises s'est faite sur la base d'un accord entre les mouvements de libération nationale et le Portugal. Et il n'y a pas une votation populaire. La votation populaire, elle devient nécessaire quand en réalité on pose
l'option du rattachement, de l'intégration au territoire, parce que pour le peuple colonial qui a le droit à la liberté, demander l'intégration, c'est renoncer à sa liberté. Or, fondamentalement, le régime juridique du droit à l'autodétermination et à l'indépendance, c'est un régime de liberté. On présume que les peuples qui sont sous colonisation, ils veulent s'émanciper de la colonisation, ils veulent devenir indépendants. Et donc, pour s'assurer qu'effectivement ils veulent bien l'intégration, c'est pour ça qu'on fait la consultation populaire. Donc la rhétorique de la France de dire puisqu'il y a rejet de l'indépendance, alors il y a l'intégration, ça ne marche pas. La question c'est est-ce qu'on peut dire que lors de la troisième consultation, il y a vraiment eu une volonté d'intégration à la France? Et la réponse, elle ne peut être que négative, parce qu'on ne fait pas une intégration avec un vote en faveur de la France à 40%, ça n'a aucun sens. Là où la France va se trouver coincée là-dessus, c'est que pour savoir si un territoire est décolonisé, c'est une compétence de l'Assemblée générale. C'est-à-dire que c'est l'Assemblée générale qui décide si un peuple a le droit à l'autodétermination dans une situation coloniale, et donc il l'inscrit sur la liste des territoires non autonomes. Et tant qu'il n'y a pas d'exercice valable du droit à l'autodétermination, le territoire reste sur la liste des territoires non autonomes. Donc maintenant, pour vous, pour suivre la discussion sur la Nouvelle-Calédonie, le grand problème qu'on va avoir la France, c'est que, en réalité, elle fait toutes ces gesticulations autour de la validité de la troisième consultation, sauf que l'Assemblée générale, elle, de son point de vue, ne considère pas la troisième consultation comme étant valable. Et pour l'instant, elle dit « je maintiens le territoire sur la liste des territoires non autonomes ». Donc là, dans les mois à venir, ça va être très très intéressant de voir comment est-ce que la France gère cette situation-là, avec le fait qu'il y a une décision présidentielle de dire le troisième référendum est valable, on n'y revient pas, et la réalité juridique qui est que la troisième consultation n'est pas valable, parce qu'on ne peut pas faire l'intégration à la France sur une base simplement à 40%. Maintenant, au plan du régime juridique, la question de la relation entre les États qui gèrent ces territoires et les territoires en question. En droit international, vous avez en gros trois régimes applicables. Vous avez d'abord un régime, que je qualifie un régime de souveraineté. La France, sur son territoire national, elle dispose de la souveraineté territoriale, elle est chez elle, et donc c'est sur cette base-là qu'elle conclut des accords internationaux avec les autres pays. Quand on est dans un territoire autonome, c'est différent. Parce que la souveraineté avec le processus de colonisation, c'est-à-dire le droit de disposer du territoire, il a basculé dans le peuple colonisé. Et donc, en Nouvelle-Calédonie, celui qui est le titulaire de la souveraineté territoriale, c'est le peuple de Nouvelle-Calédonie. C'est lui qui a le droit de décider du statut politique. Le statut de la France en Nouvelle-Calédonie, c'est le statut de puissance administrante. Et donc, vous surveillerez la communication française à nouveau, on est toujours en train de vous parler du territoire français du Pacifique. C'est faux au plan juridique. La Nouvelle-Calédonie n'est pas un territoire français au plan du droit international. La France n'a pas de souveraineté sur les territoires. Elle n'en est que la puissance administrante. C'est un territoire sous responsabilité française, avec l'obligation de le décoloniser dans le respect du droit d'autodétermination. Donc, première relation, la souveraineté territoriale. Deuxième relation de l'État avec le territoire, la qualité de puissance administrante, qui permet de faire des choses. Et notamment pendant toute la phase de décolonisation, la puissance administrante a l'obligation d'administrer le territoire. Elle peut conclure des accords internationaux, mais elle doit toujours le faire d'une sorte de telle manière que ce ne soit pas trop intrusif dans le droit de l'autodétermination, sinon il y a une atteinte au droit du peuple. Et si on va dans un régime trop intrusif, à ce moment-là, il faut le consentement du peuple colonial. Et puis après, il y a le troisième régime, qui est un régime d'occupation. Et là, c'est l'application du droit international humanitaire. Donc en fait, c'est la situation d'Israël à l'égard de la Palestine, et c'est la situation du Maroc à l'égard du Sahara occidental. Ce qui est important entre la qualité de puissance administrante et la qualité de puissance occupante, c'est une différence de degré. Dans les deux cas, il y a un pouvoir d'administration, mais dans le cas d'une administration d'un territoire non autonome, d'une qualité de puissance administrante, les Nations Unies parlent d'un titre juridique à administrer le territoire. Donc en fait, c'est la souveraineté de l'État sur le territoire qui a été dégradée en titre juridique, ce qui fait qu'il y a quand même une certaine base juridique à ce qui est fait. Quand on est dans un cas d'occupation, c'est un pouvoir de fait. C'est le régime de la haie qui dit que la puissance occupante est administrateur de facto du territoire. Elle gère en fait le territoire. Et donc, par rapport à un régime d'administration de puissance administrante, le régime d'administration en matière d'occupation est considérablement réduit.
c'est vraiment assurer la gestion des affaires courantes dans le territoire, une interdiction catégorique d'exploiter les ressources naturelles au-delà de ce qui existait auparavant, une interdiction de faire tout acte qui amènerait vers une politique d'annexion du territoire. Donc, en réalité, l'administration, dans un régime d'occupation, c'est le maintien du statu quo, avec l'obligation de mettre fin à l'occupation, de se retirer, et que le peuple qui est occupé y recouvre le plein exercice de sa souveraineté. Voilà donc la présentation un peu globale théorique. Je ne sais pas si... non, j'ai été un peu long. Non. Je viens peut-être maintenant un peu sur les procédures, où on fait une petite pause d'abord. Non. Non. Bon. Non, c'est si c'est à peu près clair. On va poser des questions après. Est-ce qu'on peut poser une question pour quel est le garant du droit international? Parce que dans tout ça, vous parlez de droit international, mais qu'est-ce qui se passe? On y vient maintenant. Comment peut-il être obligatoirement qui l'oblige à l'appliquer? On y vient. Alors, il y a deux choses en fait sur votre question. Il y a la question de obliger à. Oui. En fait, on ne peut pas obliger. Ou alors, il faudrait une opération militaire concertée par les États, et c'est toujours très difficile. Il y a une autre question qui est de dire plutôt comment est-ce qu'on contrôle la bonne application ou non. Et en fait, ça, c'est la mission du juge international. Donc, il y a des organes politiques. Et en fait, c'est ce que fait l'Assemblée générale. Quand elle dit à la France, bah, la troisième consultation, je ne la reconnais pas. Donc, c'est quand même une forme de contrôle. Oui, l'Assemblée générale de la Ligue. Ouais, pas l'Assemblée nationale française, malheureusement. Mais ça pourrait l'être, hein, mais le débat est vraiment il est problématique. Mais sur les mécanismes, il faut faire vraiment la distinction entre ce qui est le recours à la force, la coercition. Donc en fait, je dirais que il n'y a pas de mécanisme en tant que tel, il n'y a pas de gardien du droit international, mais en fait, c'est un problème qu'on retrouve de partout. Nous aussi, on fait des procédures tous les jours, tu vois l'État violer la règle de droit, et puis en fait, on a le plus grand mal à faire respecter. C'est quand même plus facile au niveau interne qu'au niveau international. Parce que je ne me heurte pas quand même à l'autorité administrative qui est capable de sortir le joker de la souveraineté. Ce qui est le cas en droit international. Ben, moi, j'ai l'impression qu'il y a une différence de degré, mais pas une différence de nature. Je pense qu'il y a une résistance au bout d'un moment quand on touche vraiment des matières qui sont trop proches de la souveraineté de l'État, on bute en droit interne. Et enfin, c'est le sentiment que j'en ai, je ne sais pas, sur des exportations d'armes, sur toutes ces choses-là, où on voit que on s'approche comme ça des intérêts humains, et là ça arrive, il n'y a plus de contrôle du juge. C'est tout le problème de la lutte anti-terrorisme, où on voit qu'elle, petit à petit, elle contamine les militants de la cause idéologiste, et ci et ça, et on voit le régime d'exception qui devient un régime de droit commun pour certains. Et là, on est un peu démunis, je pense, après, ça se retrouve pour ces personnes-là. Et en droit international, en fait, fondamentalement, c'est un peu la même problématique, c'est-à-dire l'argument de la souveraineté est le plus exprimé, mais peut-être le point d'optimisme, c'est en fait le développement de ces procédures internationales qui existent maintenant, qui n'existaient pas il y a 30 ans en arrière. Dans quelle mesure ça fait changer la situation sur le terrain? C'est ça. Ça, après. Alors, ça dépend des procédures, je dirais. Et donc, en fait, pour la Palestine, je pense que, objectivement, la situation est très compliquée. Mais il y a ces CPI. Et à ce stade, je vais en dire deux mots, la CPI, c'est la meilleure protection qui existe pour les Palestiniens, parce qu'elle a permis de déclencher les mandats d'arrêt et ainsi de suite. Et puis après, il y a le travail qui a été fait devant la Cour de justice de l'Union européenne, qui va se poursuivre et qui va nous permettre de casser la colonisation du territoire par rapport au Maroc. Donc, en fait, il y a des jeux par le biais des contentieux qui ne permettent pas de régler l'intégralité du procès, de la situation, mais qui permettent de recréer un rapport de force dans des situations où il n'y en a plus. Et à la fin, pour la Palestine, pour le Sahara occidental, nous, en tout cas au cabinet, on reste très très modeste par rapport au rôle du droit, parce qu'on pense qu'il y a d'abord un problème politique, et que la manière de ramener, de régler, ça va être une solution politique qui va le régler. Mais par contre, il faut que la partie qui est faible à la table des négociations, elle puisse recréer un rapport de force par le droit international, par la procédure devant les juridictions. Tu veux d'abord parler de la CJUE ou de la CPI? Je vais parler de la CPI d'abord parce que c'est un peu comme ça que ça s'est fait le travail. Parce que vraiment, je peux dire qu'on est venu au Sahara occidental en passant par la Palestine en quelque sorte.
Et c'est le travail qu'on a fait sur la Palestine qui nous a permis de comprendre ce qui se passait au Sahara occidental. C'est parce que vous avez réussi à convaincre l'autorité palestinienne d'adhérer au statut de Rome que là, les choses ont pu commencer. Non, c'est parce qu'on travaillait, et on travaille toujours avec un syndicat exemplaire qui s'appelle la Confédération Paysanne, avec lequel on allait commencer des procédures sur la question des importations des colonies de peuplement. Donc Agrexco, qui était le grand importateur et qui a disparu depuis, qui avait été tellement efficace que les importations se sont arrêtées en France pour les produits conservés, et qui nous ont dit, mais en réalité, on a la même problématique au Sahara occidental, avec les tomates qui viennent du territoire. Et moi, je me souviendrai toujours, à l'époque où mon père m'en parle, parce que je me disais toujours, il avait un côté un peu géotrouve-tout, voilà. Et en fait, non, pas du tout, il avait raison. Parce que quand il commence à m'en parler, je me dis, de quoi il parle? Le Sahara occidental, c'est la même chose que la Corse. Et en fait, on a regardé le droit international, et je me dis, mais non, ça n'a strictement rien à voir. Et le bon référentiel pour parler du Sahara occidental, c'est la Palestine. Donc c'est pour ça que je dis qu'on est venu au Sahara occidental par la Palestine. Sur l'histoire de la procédure devant la CPI, elle tient un peu en 3 temps. Il y a une première phase qui va de 2009 à 2018, qui a été assez dure, je dois dire, parce qu'on cherchait à engager les rails de la procédure, et ça n'a pas été facile parce qu'on a eu beaucoup de vent contraire. Après, il y a eu une deuxième phase qui était un peu plus intéressante et dynamique, qui a été celle de 2018 à 2021, qui a amené vers un arrêt qu'il faut connaître, qui est l'arrêt de la Chambre préliminaire, qui reconnaît la compétence de la Cour à l'égard de la Palestine. Et puis après, il y a la dernière phase de la procédure avec les mandats d'arrêt contre les dirigeants israéliens, qui est la plus actuelle. Sur la première phase, elle commence donc en 2009, avec la première grande agression israélienne contre Gaza. Et à l'époque, au cabinet, mon père s'occupe beaucoup en réalité de la question de la discrimination à l'égard de la communauté musulmane. Et il a une réunion avec des militants qui lui disent on est obligé d'écourter un petit peu parce qu'on organise une grande manif sur la Palestine et il y a tout ce qui se passe à Gaza. Et mon père, avec vraiment l'intuition qu'il avait, le sens politique, il avait commencé à s'y intéresser, alors qu'on ne faisait pas spécialement du droit international. Et on commence un petit peu à creuser. Moi, ça coïncidait à l'époque où je m'inscrivais en thèse à Paris 1. Et on commence à discuter un petit peu de ça. Et lui vient l'idée de dire aux militants ce qui se passe à Gaza, en fait, c'est pas simplement un pur rapport de force, c'est pas la violence pure. Nous, avocats, on doit être capable de mettre des qualifications juridiques sur les faits. Et donc, ce que moi je vois en tant qu'avocat, c'est des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. La procédure, elle est compliquée parce qu'il y a des contestations sur l'État de Palestine. Israël ne veut pas entendre parler de la Cour. Le Conseil de sécurité qui pourrait saisir la Cour, il ne fera rien. Mais vous, on peut quand même faire un travail de qualification juridique parce que les Palestiniens ont le droit de savoir les situations qui vivent par rapport à ce qu'est l'État de droit international. Et donc, ils proposent aux militants de rédiger cette plainte qui est remis comme un symbole aux autorités à l'époque préfectorales, à Lyon, en disant, voilà, la France est membre permanent du Conseil de sécurité, on vous a fait partie du travail, la plainte, vous la transmettez au Conseil de sécurité. Donc en fait, c'est un peu cet acte ni juridique ni militant qui se fait. Et puis la plainte est rédigée, elle est validée par plusieurs corps de droit international, dont un que j'apprécie beaucoup, qui malheureusement nous a quitté, Eric David, qui était un type remarquable, professeur belge, qui avait toujours été vraiment sur toutes les grandes causes, et qu'on a retrouvé sur la cause du Sahara occidental. Et cette plainte-là vient l'idée de l'associer à une pétition pour lui donner un coup de poids politique. Et en fait, moi j'ai une souvenir très précise de cette époque, d'une espèce de tumulte qui se crée au bureau, où avec les pétitions, on reçoit en réalité des appels de partout dans le monde, avec des ONG de partout en France, de partout, des fédérations d'ONG, qui nous disent, il y a cette plainte qui est faite, c'était totalement nouveau à l'époque, on veut s'y associer. Et donc on se retrouve à avoir une plainte qui est en réalité tout simplement une plainte de militants lyonnais, mais une plainte qui prend une résonance mondiale. Et à partir du moment où elle a une résonance mondiale, toc toc toc, on a le ministre de la Justice de l'autorité palestine qui vient au bureau et qui nous dit ce que vous faites, ça m'intéresse, expliquez-moi. Et j'ai ce souvenir très très précis de mon père qui rentre dans le bureau alors que j'allais partir et qui me dit je viens d'avoir l'ambassade de Palestine au téléphone, ils veulent soutenir la plainte qu'on est en train de faire, tu te débrouilles, tu me trouves un truc dans les statuts pour qu'on puisse les associer. Moi, à l'époque, j'étais tout jeune étudiant en droit, je reprends le statut, et à l'époque, je me posais une problématique qui est celle de la ratification des accords internationaux. Comment est-ce qu'un État accepte les accords internationaux? Alors bon, je me dis, comment est-ce que la Palestine peut devenir État alors que le statut d'État est contesté? Et je me dis, mais même est-ce qu'il existe en droit interne palestinien une procédure de ratification des engagements internationaux? Et je lis le statut de Rome, et je vois deux possibilités pour accéder à la Cour.
La première, c'est la ratification en tant que telle, et la deuxième, c'est un mécanisme spécifique qui est la déclaration de compétence, où un État qui n'est pas partie au statut de Rome peut accepter la compétence de la Cour parce que, par exemple, au plan de ses situations internes, il n'est pas en mesure de réunir son Parlement. Et donc, c'est peut-être un mécanisme qu'on a utilisé pour la Palestine, mais qu'on retrouve dans le cadre de l'Ukraine. Au début, les enquêtes de la Cour pénale internationale en Ukraine se sont faites sur la base d'une déclaration de compétence par le gouvernement ukrainien, parce qu'en réalité, du fait de la guerre, il n'y avait pas de Parlement ukrainien pour ratifier, alors qu'il y avait bien un État ukrainien incontestable. Donc l'idée vient de dire, mais en fait, finalement, il y a cette ambiguïté dans le statut où on laisse de côté la question de la ratification et on passe par la déclaration de compétence. Et ce qu'on propose au gouvernement palestinien, c'est une déclaration de compétence qu'ils acceptent. Et c'est la déclaration de compétence de juillet, de janvier, du 22 janvier 2009. Alors, il y a, je dirais, une intuition, quoi. J'ai presque un peu la chance du débutant, je ne sais pas, mais après, derrière, il y a pas mal de travail quand même, parce qu'à l'époque, on prend une levée de boucliers avec des gens qui nous ont beaucoup surpris, des grandes ONG de droits de l'homme, qui combattaient cette déclaration de compétence, en nous disant la CPI n'est pas faite pour la Palestine, vous allez abîmer la CPI. La CPI, on en a besoin pour ce qui se passe en Afrique, il ne faut pas lui donner la question de Palestine. Et ça, je me souviens que dans ma tête, à l'époque, c'est resté marquant, ça m'a vraiment fait une rupture dans les ONG de droits de l'homme, où on en a vu certaines qui ne défendaient pas tous les droits de l'homme de tous. Et moi, personnellement, c'était mon premier contact avec le double standard. Sur cette déclaration de compétence, il a fallu en défendre la validité. Alors, au début, on était bien seul, mais assez rapidement, on a eu un soutien de poids avec un grand professeur de droit international public, français, le professeur Alain Pellet, qui a fait une longue consultation en expliquant que, effectivement, la manière dont on crée un statut permet à l'État de Palestine, à la Palestine, de faire cette déclaration de compétence. Et à partir de là, le rapport de force s'est un petit peu inversé. Mais c'était quand même vraiment, tout ce temps-là, une discussion très théorique sur État de Palestine, pas État de Palestine, s'il n'y a pas d'État de Palestine, quelle est l'astuce qu'on trouve dans le statut? Et là où, moi à l'époque, j'étais plutôt de ce temps-là, parce que j'avais la formation universitaire, j'ai vraiment appris le travail de praticien de mon père, qui lui avait l'analyse sous l'angle de la procédure. C'est-à-dire, le problème, c'est pas la réponse dans l'absolu, c'est la réponse que je suis capable de donner à un instant T. Parce que la procédure donne une dynamique qui fait que le problème que j'ai à un moment donné, en réalité, il disparaît parce que la procédure me permet de faire un pas de côté, et ce qui me paraissait comme un obstacle infranchissable, en fait, n'existe pas. Et ça, c'est vraiment... je trouve, peut-être que ce qui est le plus passionnant dans la profession d'avocat, c'est voir cette dynamique que crée la procédure. Alors, il y avait 3 séries d'arguments qui étaient mis en avant pour défendre cette validité de la déclaration de compétence. Le premier, qui était de dire il y a un crime dans le cadre du statut de Rome, c'est le transfert de population, le crime de colonisation. Et ça, c'est la grande idée de mon père qui est de dire, mais on ne peut pas reprocher aux Palestiniens de ne pas être un État, alors que c'est ce qu'on leur prend qui leur empêche d'être un État de plein exercice. Et donc, en réalité, on pousse un petit peu l'analyse. La colonisation de peuplement, c'est un crime au sens du statut. Et donc, quand l'État de Palestine reconnaît la compétence de la Cour, on ne peut pas lui dire la déclaration n'a pas de compétence. On lui dit non, il nous faut d'abord un débat sur le fond, parce que c'est s'il y a le crime de colonisation qu'alors on peut pour se prononcer sur le problème d'effectivité du gouvernement palestinien. Et ça, c'est le premier argument clé qui pour moi est très fort, parce que évidemment, quand on rentre ensuite dans la technique juridique, on voit bien que le problème d'effectivité qu'a le gouvernement palestinien, c'est pas un problème d'organisation du pouvoir politique en Palestine. Au contraire, les Palestiniens sont remarquables d'organisation. Quand on les voit fonctionner au quotidien, la capacité qu'ils ont eue à tenir dans le temps, pour qui travaille avec les Palestiniens, savent que c'est un peuple très bien organisé, comme le peuple sahraoui d'ailleurs. Ça, c'est vraiment une donnée flagrante. Le problème du défaut des effectivités du gouvernement palestinien, c'est la colonisation. Parce que la colonisation, elle implique la présence physique des colons en territoire occupé, l'accaparement de la terre, mais aussi l'annexion de l'ordre juridique de l'État palestinien, c'est-à-dire l'implantation de la loi israélienne, l'implantation de la compétence des juridictions israéliennes, et ensuite le pouvoir de police de l'État d'Israël pour faire respecter sa loi et la compétence de son juge. Et donc on comprend qu'en réalité, avec cette dimension juridique, c'est le crime de colonisation qui explique le défaut d'effectivité du gouvernement palestinien. Donc ça, c'est le premier argument qui est un petit peu d'ordre procédural, enfin d'ordre technique.
Il y a un deuxième argument, peut-être d'ordre plus fondamental celui-là, qui est l'histoire juridique de la Palestine. Pour moi, pour nous, et particulièrement pour mon père qui a beaucoup écrit sur ce sujet-là, c'est insupportable d'entendre les gens faire démarrer l'histoire de la Palestine, du peuple palestinien, à 1947, avec la création de l'État d'Israël. C'est insupportable, c'est une falsification historique juridique, qui est fondamentalement injuste. L'histoire de la Palestine, en tant qu'État, elle démarre avec le détachement de la province palestinienne de l'Empire ottoman, auquel, dans le cadre de la Société des Nations, on attribue le statut d'État sous mandat. C'est là que débute l'histoire du peuple palestinien, son histoire juridique. Et donc, c'est le deuxième argumentaire qu'on a vraiment voulu pousser, qui est un argumentaire avec cette profondeur historique, qui est de dire, mais finalement, quel était le statut de la Palestine avant la création de l'État d'Israël? Parce qu'Israël n'a pas trouvé comme ça quelque chose de vide où il n'y a personne dessus. Il fait partie des gens avec la son État. Et donc, quel est le statut de ce qu'il y avait auparavant? Et quand on regarde le statut de ce qu'il y avait auparavant, en réalité, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit une occultation par les faits de la puissance coloniale, par aussi la violence de ce qu'ont fait les Européens aux Juifs en Europe, qui fait qu'on écrase tout, y compris le petit peuple palestinien. Mais à l'époque, évidemment, à Israël préexistait un État de Palestine. C'était un État sous mandat. Et quand on regarde la pratique internationale de l'époque, c'était un État qui était sous un certain degré d'administration britannique, ça c'est sûr. Mais par contre, c'est un État qui concluait des accords internationaux. Quand il y avait des procès qui étaient faits contre l'État de Palestine, par exemple en Égypte, l'État de Palestine avait une immunité de juridiction, qui est la conséquence du principe d'égalité souveraine. Je fais un procès demain contre n'importe quel État marocain qui avait recevoir parce qu'il y a cette immunité de juridiction. La Palestine l'avait déjà à l'époque. Et le fondement de cette immunité de juridiction, c'est la souveraineté, c'est l'interdiction pour les États de se juger entre pairs. Et il y avait une autre donnée, un peu plus technique, mais que nous, quand on a découvert ça, c'est une sentence arbitrale que personne ne connaît, pas la doctrine anglophone parce qu'elle existe en français, qui est une sentence arbitrale de 1925 sur la dette publique ottomane. Se pose la question du démembrement de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman a énormément de dettes. Il y a des États qui sont successeurs à l'Empire ottoman. Comment est-ce qu'il fait pour qu'on s'assure bien que le débiteur par sont payés et qu'il y ait une part de la dette publique ottomane qui soit assumée? Et donc, dans ce cadre-là, on pose la question de dire quelle est la part de dette publique ottomane pour les États qu'on a détachés de l'Empire ottoman. Et à l'intérieur, il y a des États au statut incontesté, la Bulgarie par exemple, mais il y a aussi tous les États du Proche-Orient, État d'Irak, État de Palestine. Et quand on voit le raisonnement de l'arbitre, à aucun moment il dit mais tiens, on va ménager un petit peu le régime de la succession d'États, parce qu'il y a un vrai État qui est la Bulgarie, puis il y a un État qu'on a un peu moins un autre, l'État de Palestine ou l'État d'Irak. Donc à un moment, c'est une application pleine et entière du régime de succession des États. Et après, il y a une question technique dans la sentence, qui est la question de la répartition des frais d'arbitrage. Et là, l'arbitre, parce que le Royaume-Uni essaie d'argumenter un petit peu en disant bon, il faut payer la procédure qui coûte très cher. Peut-être qu'on peut s'arranger pour que les États sous mandat payent un peu moins que la Bulgarie. Et l'arbitre a une formule qui est de dire non, je ne saurais faire de différence de droit entre ces États parce qu'il n'y a pas de différence, de différence en fait, parce qu'il n'y a pas de différence de droit. Et donc, dans l'esprit de l'arbitre, c'est très très clair que même si la Palestine est un État sous mandat, qui a un statut un petit peu spécifique, c'est autant un État que l'État de Bulgarie qui est un État indépendant. Quand on a cette donnée juridique sur l'histoire juridique de la Palestine, ça change totalement la perspective. On comprend qu'en réalité, la création de l'État d'Israël, c'est un cas de sécession au plan du droit international. Il y avait un État de Palestine qui préexistait. Il y a le droit à cette colonisation de peuplement qui est reconnu avec le droit de créer un foyer national juif, qui est une brutalité faite aux Palestiniens, mais qui n'est pas un truc spécifique pour le peuple palestinien, c'est l'histoire de tous les peuples coloniaux, cette colonisation de peuplement européenne. Sauf que là, dans le cas de la Palestine, ça se réalise avec le foyer national juif qui, au moment opportun, proclame l'État, qui est en fait un cas de succession, de sécession. Et il y a une autre problématique très intéressante qui se pose à ce moment-là, qui est, la Palestine avait des accords internationaux qu'elle avait conclus avec l'Égypte. Elle était partie de certaines organisations, par exemple la Convention postale universelle. Qu'est-ce que fait Israël? Est-ce qu'Israël se retrouve État continuateur
pour sa part de territoire de la Palestine sous mandataire, et donc elle n'a pas besoin de réadhérer au traité conclu par la Palestine mandataire, ou est-ce qu'elle se présente comme État successeur et elle dit, mais moi en fait je suis considéré par rien du tout, je suis comme un nouveau-né, il faut tout renégocier. Et en fait les dirigeants israéliens ont utilisé les deux théories. C'est-à-dire que pour les États, les traités qui les ennuyaient, ils se présentaient comme États successeurs sans avoir hérité par les accords, et il fallait tout renégocier. Et pour les États, les accords qui voulaient renégocier, ils ne voulaient pas renégocier, parce qu'ils verraient qu'il y avait une difficulté, ils se sont présentés comme État continuateur de l'État de Palestine. Si Israël se présente comme État continuateur de l'État de Palestine, c'est bien parce qu'il y avait un État palestinien. Donc ça, c'est la donnée juridique fondamentale qu'on trouve à l'époque, qui est totalement occultée. Le troisième argument d'ordre peut-être un peu plus technique, mais qui est important de préciser pour que vous compreniez comment la procédure et sur quoi on a buté, c'est que nous, on avait tous ces arguments à voir. On avait vachement bossé, on avait plein de choses à raconter au juge. Sauf qu'entre nous et le juge, il y avait le procureur de la Cour pénale internationale, un sinistre monsieur Ocampo, parce qu'il a fait beaucoup de mal à la procédure, et puis après c'était un personnage assez spécial, et je pense que si MeToo existait à l'époque, il aurait eu de grands problèmes. Qui, au lieu de dire je ne suis que procureur de la Cour pénale internationale, je transmets la question de l'État de Palestine à la Chambre préliminaire parce qu'en réalité il touche à la compétence de la Cour, il s'est posé en travers, et donc, au lieu de faire de la procédure, il a fait une espèce de pseudo-processus de transparence où il recevait dans son bureau pour se faire voir et pour faire connaître la Cour, peut-être un peu, mais je pense aussi un peu pour lui et sa personne. Il faisait venir les grandes ONG, il recevait les profs, il recevait tout le monde, sauf les avocats. Et donc nous, qui étions à l'initiative de ces procédures, à l'époque, on était fous de se dire, mais ce type-là organise une espèce de débat public avec un semblant de débat juridique, mais il n'y a pas de débat de procédure. Or, quand on repose la problématique sous l'angle de la procédure, c'est très très clair. Au sein de la Cour pénale internationale, vous avez la part autorité de poursuite, qui est le procureur. C'est le procureur qui décide de poursuivre ou non. Et c'est le procureur qui décide s'il y a matière à lancer des mandats d'arrêt, et éventuellement ils sont autorisés par la Chambre préliminaire. Et puis après, il y a l'activité juridictionnelle, et l'activité juridictionnelle, c'est pour la Chambre préliminaire. Et là, tout le problème de la déclaration qu'on avait fait faire au gouvernement palestinien, c'était une question de savoir si c'était un acte juridictionnel valide. Est-ce que l'État de Palestine pouvait accepter la compétence de la Cour? Vu que c'est une question de compétence, c'était à la Chambre préliminaire qui gère l'activité juridictionnelle de la tranchée, et pas au procureur qui est une autorité de poursuite, qui n'a pas le pouvoir de se prononcer sur la compétence de la Cour. Et ça, pour nous, on a été vraiment furieux de la manière dont les débats ont tourné, parce qu'en fait, le procureur a créé un grand débat académique sur est-ce qu'il y a un État de Palestine, est-ce que l'État de Palestine, au sens du statut, pourrait reconnaître la compétence, etc. Alors que ce n'était pas à lui de débattre de ça, parce qu'il n'avait pas la compétence, il fallait qu'il transmette le dossier et qu'il le transmette à la Chambre préliminaire. Et en avril 2012, il finit par rendre sa sentence, qui est une décision, mais en fait, on ne sait pas comment la qualifier juridiquement. Il fait ça sous le voie d'un communiqué de presse. Il dit écoutez, moi j'ai réfléchi, et je pense qu'en réalité, il n'y a pas d'État de Palestine. Donc, finalement, je ne transmets pas la plainte à la Chambre préliminaire. Et ça s'arrête là. Et il y a une phase de 2 ans qui est très très dure, parce qu'on voit en fait ce vol qui a été organisé par le procureur, vraiment. Et en fait, on ne peut rien faire parce qu'il n'y a pas de possibilité de contester la décision du procureur de ne pas transmettre la question à la Chambre préliminaire. Mais entre-temps, il y a un événement important qui change totalement la donne, c'est l'admission de l'État de Palestine comme État observateur aux Nations Unies. Et ça change tout parce que quand nous on démarrait les débats, on nous disait il n'y a pas d'État de Palestine, ça n'existe pas, ici et ça. Et là, il y a un État de Palestine et ça devient un État observateur. Et le fait d'obtenir cet État, ce statut d'État observateur, permet à la Palestine d'accéder à tout un tas d'accords internationaux. Vient la deuxième grande agression sur Gaza, en juillet 2014, et là, à nouveau, mon père, qui ne désespérait de rien, toujours, optimiste, dynamique, décide de relancer la plainte qui avait été déposée en 2009, en passant par, à l'époque, le ministre de la Justice qui était à Gaza dans le cadre d'un gouvernement d'union nationale, et en disant, mais la guerre est en cours, vous pouvez de nouveau réactiver cette déclaration de compétence qu'on avait et soumettre une nouvelle plainte. Et à l'époque, de nouveau, c'est une petite histoire et puis la grande, mais à l'époque, évidemment, comme toujours, les Israéliens bombardent toutes les institutions palestiniennes et le ministre de la Justice, qui était un avocat par ailleurs,
a la présence d'esprit de partir avec lui et avec le tampon dans l'État de Palestine, du ministère de la Justice dans sa poche. Et donc, dans les bunkers, alors que le ministère de la Justice était détruit, il tamponne le projet de plan qu'on lui avait fait. Et avec ça, on retourne dans la Cour pénale internationale en disant, maintenant, vu qu'il y a l'État de Palestine qui était observateur, on vous demande de reprendre tout le travail qu'on a fait auparavant, et que les bombes sont pas tombées, donc intervenez. Et là, à nouveau, on a buté sur la procureure, qui a dit oui, mais c'est complexe. Et en fait, je pense qu'elle, son point de vue, c'était qu'elle disait, mais finalement, il y a cette déclaration de compétence, avec une division palestinienne qui est, une direction palestinienne, le lapsus, qui est divisée. Donc en réalité, je ne sais pas trop dans quel sens ça va tourner, donc elle a temporisé. Ce qui a été très intéressant à ce moment-là, c'est que, du fait de la mission de la Palestine en tant qu'État observateur, les Palestiniens, tous les Palestiniens, au plan individuel, dans les arènes politiques, ont compris que cette fois, il y avait un État de Palestine, et que cet État de Palestine, à la limite, il était aussi légitime que les autres allaient dans ces pays. Et donc à ce moment-là, on a vu un débat au sein de l'opinion politique palestinienne sur le fait de dire, mais est-ce que les Palestiniens veulent ou non l'adhésion au statut de Rome? Et à l'époque, il y avait des sondages d'opinion que nous, on surveillait énormément, où on voyait une demande d'adhésion à 80-90% des Palestiniens qui disaient on va rejoindre la Cour. Et le président Abbas a essayé de temporiser un petit peu, parce qu'évidemment, il y a une situation difficile du fait des financements qui viennent des Européens et ci et ça, et une adhésion de la Palestine à l'État de Rome, c'est vu comme un acte hostile, c'est sûr. Et il pose une option aux Américains, en disant je veux une admission d'États membres au sein des Nations Unies, donc il faudra un vote positif des Américains au sein du Conseil de sécurité. S'il y a un veto américain, à ce moment-là, je ferai l'adhésion de la Palestine au statut de Rome. Décembre 2014, Obama pose le veto américain. Janvier 2015, l'État de Palestine signe et ratifie le statut de Rome, et il fait une déclaration rétroactive de compétences pour retourner à juillet 2014 et donc couvrir tout le travail qu'on a fait. À partir de ce moment-là, la nature de la discussion, elle change, et ça, c'est vraiment, pour moi, ce qui est intéressant, c'est cette dynamique qu'on arrive à créer par la procédure. Quand on a démarré en 2009, il y avait une autorité palestinienne. On arrive en 2018, après 9 ans de bataille de procédure, on a un État de Palestine qui est signataire du statut de Rome. La deuxième phase de la procédure, elle a duré un petit peu parce qu'en fait, ce sont les Palestiniens eux-mêmes qui ont un petit peu attendu, parce que pour que le procureur se saisisse de la situation, il y a deux options. Soit il fait proprio motu, c'est-à-dire de lui-même, ou alors la situation lui est renvoyée par un État parti. Alors, une autosaisine du procureur, évidemment, ça n'intéressait pas beaucoup, donc il a laissé filer, et ce sont les Palestiniens eux-mêmes qui ont décidé de faire le renvoi de la situation de l'État de Palestine. Et donc, ils ont fait un acte formel en disant au procureur, la Cour est compétente, on a signé, on a ratifié, on vous demande d'ouvrir une enquête sur ce qui se passe en Palestine occupée. Cette phase-là, elle ouvre en 2020, sur la décision de la procureure Bensouda de saisir la chambre préliminaire de la Cour pénale internationale pour que finalement la chambre se prononce sur la question de la compétence, qui était en fait notre argument fondamental depuis le début, en disant c'est pas à vous, procureur, de dire si la Cour est compétente, c'est à la Cour de dire elle-même. Et elle saisit la chambre préliminaire en disant moi, vu tous les développements qu'il y a eu, je n'ai pas de doute sur le fait qu'il y a un État de Palestine, qu'il y a un territoire palestinien, mais vu toutes les contestations qu'il y a, je demande à la chambre préliminaire de me confirmer que la Cour est bien compétente à l'égard de l'État de Palestine et qu'elle me confirme l'assise, l'étendue de sa compétence territoriale. Parce qu'il y a les questions d'occupation, il y a les questions d'annexion, et ainsi de suite. Et la Cour rend cet arrêt fondamental pour les Palestiniens du 5 février 2021, où elle dit effectivement l'État de Palestine a pu valablement signer et ratifier le statut de Rome, et la Cour pénale internationale est compétente à l'égard de l'ensemble du territoire palestinien, c'est-à-dire la bande de Gaza, Jérusalem-Est et la Cisjordanie occupée. Donc on voit de nouveau comment est-ce qu'on progresse par la procédure. Ça, c'est vraiment pour moi la grande victoire qu'il y a eu, parce que du coup, on arrive, on vient à votre question, où il y a des verrous politiques au plan international, il y a des problèmes d'application, mais par la procédure devant la CPI, on arrive à placer le peuple palestinien sous la protection judiciaire de la Cour. Avant, il n'y avait rien. Pour savoir là, on a pu tous regarder ça et pleurer, et il n'y avait rien à faire. Maintenant, il y a une justice pénale internationale qui existe, et qui tôt ou tard finira par juger les dirigeants israéliens. Cet arrêt de la chambre préliminaire, on s'en sert ensuite
on a continué à beaucoup travailler dessus, mon père a continué à des plaintes, et puis vient effectivement la période post-8 octobre, où là, comme je l'expliquais, on comprend qu'on bascule dans autre chose. Et cette autre chose, c'est le génocide. Et à nouveau, mon père, avec ce sens vraiment de l'immédiateté de la procédure, alors qu'on était tous un peu terrassés par les événements, qu'en plus il y a ce terme chargé autour de la notion de génocide, qui dit, bah non, en fait, il faut faire la plainte pour génocide parce que c'est ce qui se passe là-bas. Et donc il rédige cette plainte en repartant de tous les argumentaires que je vous ai donnés là, et puis après en travaillant précisément sur des éléments du génocide à Gaza, qui est un génocide, pas par extermination du peuple au début, je pense que maintenant on y est, mais au début c'était pas ça, c'était un génocide par destruction des conditions d'existence du peuple. C'est-à-dire qu'on détruit tout autour du peuple, ce qui fait qu'à la fin, il ne peut plus rester dans ce territoire et il part. Et donc cette plainte génocide pour génocide est faite, elle est déposée avec un collectif d'avocats cette fois, où il y a plus de 350 avocats qui la signent, des avocats en France, des bâtonniers, ainsi de suite, et ainsi de suite. Et elle permet de poser le débat dans la communauté des juristes et au-delà de la question du génocide. Et puis après, je veux dire, on a un peu aidé aussi, parce que, en fait, on a l'Afrique du Sud qui nous prend sur ses épaules et qui décide de se saisir de la Convention sur le génocide et d'attaquer Israël pour demander les mesures provisoires. Et puis après, vous connaissez le déroulé des événements sur cette procédure-là, c'est-à-dire qu'il y a finalement le procureur qui a beaucoup résisté, mais devant la violence des événements, finit par demander à la Chambre préliminaire de se faire autoriser à émettre les mandats d'arrêt, ce qui arrive en mai. Et puis, après, de nouveau des débats interminables devant la Chambre préliminaire, parce que jusque-là, en fait, les Israéliens et les Américains ignoraient la procédure. Ils disaient, mais tout ça, ça ne nous concerne pas, c'est n'importe quoi, il n'y a pas d'État de Palestine. Et ça, c'est un truc qu'on voit pour la Palestine, mais qu'on voit aussi pour le Sahara occidental. C'est-à-dire qu'il y a un moment où l'État sent ses intérêts souverains menacés. Tant qu'il pense que la menace est historique, il reste en dehors de la procédure et ridiculise la procédure. Et puis quand il sent que ça commence à mordre, ou qu'il y a un risque, à ce moment-là, il vient dans la procédure. Et donc la première phase de la procédure dans la CPI, les Israéliens n'y étaient pas. Et puis quand on vient sur la procédure qui ouvre sur l'arrêt en 2021, à ce moment-là, les États israéliens intervenir pour essayer d'apporter des contre-argumentaires. Et là, on a vu des choses mais quand même vraiment invraisemblables, où des États européens s'organisaient pour priver les Palestiniens d'accès à la justice. Alors qu'en définitive, s'il y a une compétence de la Cour pénale internationale, elle vaut pour tous en Palestine. Donc elle donne aussi une protection, d'une certaine mesure, à la partie israélienne. Donc au moment où il y a cette plainte, de nouveau, un peu avant, il y a un débat qui est ouvert sur le fait de savoir si la Cour peut émettre les mandats d'arrêt. Elle est compétente, mais est-ce qu'elle a le droit d'émettre les mandats d'arrêt? Et puis finalement, ça se solde par les mandats d'arrêt qui sont donnés le 21 novembre 2024. Avec la France, qui ouvre un parapluie pour M. Netanyahou dans des conditions quand même assez étonnantes. Sur une prétendue immunité dont bénéficierait Netanyahou. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un argument qu'on entend souvent qui est de dire qu'il y a une immunité du chef d'État, donc si Netanyahou vient en France, la France ne pourra pas l'arrêter. Mais en réalité, il y a déjà des arrêts de la Cour pénale internationale pour le Soudan, pour l'Afrique du Sud, pour la Mongolie avec Poutine, où la Cour dit évidemment l'immunité de juridiction, ça vaut pour les juridictions internes, mais la CPI c'est une juridiction internationale. Et il y a une obligation de coopération des États avec la CPI, donc si un chef d'État étranger qui est poursuivi par la CPI où il y a un mandat d'arrêt, il faut exécuter le mandat d'arrêt. Et évidemment, là on voit le double standard à nouveau de la France, où évidemment la France et tous les États européens se félicitaient quand il y avait des mandats d'arrêt contre Poutine, en disant évidemment qu'il fallait les exécuter et qu'il y ait fait des remontrances à juste titre à la Mongolie pour leur reprocher de ne pas les avoir exécutés. Est-ce qu'il y a des perspectives d'obtenir d'autres mandats d'arrêt contre d'autres dirigeants pour essayer de faire bouger les choses? Je pense à Omer Schatz qui a fait une plainte contre 8 dirigeants israéliens, contre 8 hauts dignitaires israéliens, sur l'incitation au génocide, en se basant sur les déclarations à caractère génocide. Tu penses que ça peut prospérer? Sur l'intention génocidaire, j'ai eu une réserve parce que je pense que, je ne sais pas si c'est une incrimination en tant que telle dans le statut, je pense qu'il faisait une interprétation par rapport à la Convention sur le génocide qui prenne l'incitation au génocide, et donc de dire le statut
de dire que le statut devait être lu à l'aune de la Convention pour trouver une base pour cette incrimination sur l'incitation. Mais en définitive, les mandats d'arrêt qui sont donnés, ils sont pour le crime contre l'humanité, pour le crime de guerre, de famine. En fait, quand on regarde les mandats d'arrêt qui sont donnés, ils sont donnés sur ce qui constitue l'élément matériel du crime de génocide. Et donc pour moi, et des échanges qu'on a eus avec le bureau du procureur, il est très très clair que ça va se poursuivre encore plus, à plus forte raison maintenant, et il y aura des mandats d'arrêt qui vont être émis pour le génocide en tant que tel, et ils vont étendre évidemment à d'autres dirigeants israéliens. Moi, j'ai pas de doute là-dessus. Vraiment, il y a une force en fait, il faut vraiment voir qu'au bout d'un moment, il y a une force de la procédure qui fait que, même si la Cour n'en veut pas, il est obligé de faire des choses. Et la responsabilité de la France peut être recherchée si elle n'exécute pas le mandat d'arrêt ou les autres États qui sont partis au statut de Rome. Alors, il y a deux modalités. Il y en a une, on pourrait s'amuser. La première, d'abord, qui ne me concerne pas, c'est en fait le bureau du procureur, ou plutôt la Cour, qui peut engager une procédure pour manquement de l'obligation de coopération. En fait, c'est comme ça que se retrouvent les procédures contre la Mongolie, contre l'Afrique du Sud, et ainsi de suite. Après, il y en a une autre que moi j'aimerais monter, mais on n'a pas eu la possibilité. C'est quand le ministère des Affaires étrangères fait cette déclaration-là. Pour moi, il y a un acte décisoire au sens du droit administratif français, et donc je pense qu'on pourrait l'attaquer devant le Conseil d'État en demandant l'annulation de la décision du ministre de ne pas exécuter les mandats. Mais on va nous opposer la théorie de l'acte de gouvernement. Alors, moi je pense qu'il y a une discussion engagée là-dessus, parce que, à mon avis, c'est détachable. En tout cas, ça peut se discuter. Et surtout, il y a un double problème, à mon avis, à ce qui est fait là, c'est que, d'abord, la coopération entre la CPI et les juridictions françaises, c'est une coopération de juge à juge. Donc, quand le ministre des Affaires étrangères fait ça, c'est l'exécutif, c'est une ingérence dans le principe de séparation des pouvoirs. Et puis après, à mon avis, ce qui permet de résister à la théorie de l'acte du gouvernement, c'est qu'en fait, la question de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales, elle est réglée avec un chapitre spécifique dans le Code de procédure pénale français qui dit que le ministère des Affaires étrangères ou l'autorité compétente doit transmettre les mandats qui sont émis par la Cour pénale internationale. Donc il y a une responsabilité de l'État français, mais également des procureurs qui ne s'emparent pas de cette situation. Et comme les procureurs, de toute façon, sont soumis à la hiérarchie, soumis au ministère de la Justice, c'est aussi la responsabilité de l'État. À la fin, oui, on tombe sur la responsabilité de l'État. Sur les procureurs, je réserve ma réponse, parce que je pense que je ne suis pas sûr que dans la procédure telle que définie par le statut et mise en œuvre en droit français, il y ait besoin d'intervention du procureur. À mon avis, ça va directement devant le juge. Il me semble, je vérifierai, mais je pense que oui. Et donc, en fait, quand il y a eu ces déclarations-là, je sais qu'à la Cour, il les surveillait, et il se pose une question notamment, c'est que quand les dirigeants israéliens vont devoir traverser l'espace aérien d'un État parti, c'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Voilà. Alors ça n'a pas été fait parce que je pense qu'il y avait un contexte où ils ne se sentaient pas assez forts, mais c'est vrai que quand on peut dire que la France laisse passer, elle a dénié, hein, et au plan de la géographie, c'est difficile de voir comment c'était possible autrement. Quand Netanyahou veut se rendre aux États-Unis, il est obligé de passer par l'espace aérien militaire européen, c'est-à-dire et donc je sais qu'à la Cour, il y a une réflexion qui s'engage, qui est de dire, mais tiens, est-ce que quand l'État passe dans l'espace aérien et que l'avion n'est pas arrêté, est-ce qu'il n'y a pas un manquement d'obligation de coopération? Tu peux peut-être nous parler un petit peu des décisions de la CPI? Oui, sur ça, plus rapidement. Je veux juste terminer à dire un mot sur la Palestine, parce que pour moi, c'est vraiment... la situation, elle est particulièrement dramatique qu'on vit là, et je pense que vivent les Palestiniens plutôt, et je pense qu'à chaque fois, on se dit, tiens, mais ça ne peut pas empirer, et ça empire à chaque fois. Vraiment, voilà, c'est une donnée. Bon. Mais il faut voir ce qu'a porté le peuple palestinien sur la procédure devant la CPI. Il faut mesurer ce que ça représente pour le peuple palestinien. C'est-à-dire qu'elle a tous les défauts du monde, la CPI, mais c'est la première fois que vous avez une juridiction avec des dents qui émet des mandats d'arrêt, et donc c'est la fin de 70 ans d'impunité par les Israéliens. Ça, déjà, en soi, c'est colossal. Ce qui est peut-être encore plus colossal, c'est que c'est la fin de l'impunité de toujours du corps occidental.
C'est la première fois que vous avez des dirigeants occidentaux qui se retrouvent sur le banc des accusés. Et ça, c'est vraiment une dimension de la justice internationale qui prend une portée universelle. On le doit au peuple palestinien qui a porté cette procédure sur ses épaules. Vraiment, ça, c'est quelque chose pour moi qu'il faut souligner parce que ça le rend encore plus admirable. Je voudrais quand même ce qu'on veut dire là, c'est très intéressant par rapport à la France. Le rôle que joue la France dans cette histoire de droit international, qui en fait ne le reconnaît pas et se montre finalement complice du génocide. Et c'est pas simplement le gouvernement, c'est aussi relayé par. C'est relayé par tous les médias et c'est relayé aussi par une grande, je dirais, population politique qui brasse des mensonges et qui n'arrête pas de raconter des mensonges et qui met au priori des gens qui manifestent pour la paix en Palestine. Et là, à un moment donné, effectivement, si on voulait apporter plus de force au niveau de ces pays pour reconnaître le droit, il faudrait qu'il y ait encore plus de monde qui réclame ce droit dans la rue. C'était une parenthèse que je voulais dire. Non, je suis entièrement d'accord, et je pense que là, il y a peut-être 10 ans, il y a peut-être 40 ans ou 30 ans, quand on militait pour la Palestine, il y avait des internationales, mais c'était surtout en fait une question de politique et de principe. Et là maintenant, il y a eu un tel développement des procédures, il y a tellement de choses qui ont été faites que le politique change, et maintenant il y a du juridique. Et en fait, c'est vrai que moi, je suis toujours très surpris par le niveau des débats en France. Je m'y suis toujours intéressé. Au début, c'est vrai que quand on démarre en 2009, personne n'y croyait, donc évidemment pas un média pour mentionner ce qu'on faisait. Mais maintenant qu'il y a quand même des données qui ne sont pas le produit de Verre ou de n'importe qui sont la jurisprudence de la CPI, on est toujours très inquiété par la nullité du débat public. Et quand je dis nullité, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est nullité au sens absence d'éléments juridiques dans le débat. On continue à raisonner sur la Palestine comme si c'était un territoire disputé. Mais il n'y a pas de territoire disputé en Palestine, c'est un territoire occupé. Le peuple palestinien il a le droit à l'autodétermination. Ce droit à l'autodétermination, il a une composante territoriale. Donc il y a un statut séparé et distinct de la Palestine par rapport à Israël. Et Israël n'a pas une once de souveraineté sur le territoire. Et quand ensuite on est toujours organisé des débats sur les plateaux télé en disant État de Palestine, pas État de Palestine, enfin, allez sur les décisions de justice. C'est tranché par la Cour pénale internationale qui vous dit qu'il y a un État. Quand la France, il y avait ça, l'Assemblée des États partis au sein de la CPI, qui est l'organe qui réunit tous les partis au statut, la France, elle siège État à côté de l'État de Palestine. Et donc quand on sort de l'Assemblée des États partis, on ne sait plus quel État de Palestine. Quand l'État de Palestine va devant la Cour internationale de justice, dans le cadre de la procédure d'avis de 2024, c'est l'État de Palestine qui plaide. Quand il y a le génocide, c'est l'État de Palestine qui apparaît devant la Cour. Et on continue à nous redire ça, une espèce de débat politique, une espèce de match de boxe dans le noir. Ça n'a aucun sens. Et donc, moi, je trouve que c'est vrai qu'il y a un problème sur le débat public où la donnée juridique est majoritairement absente. C'est un constat objectif. Mais, pardon. Sauf pour délivrer les gens qui disent qu'il y a un génocide et on les traite d'antisémites. Sauf le problème des personnes qui dénoncent ce génocide palestinien par l'État israélien, par le gouvernement israélien, et quand ces gens disent qu'il y a un génocide, on les traite d'antisémites. Et là, je trouve qu'effectivement, il y a deux poids de mesure, et on est plus dans l'explication de ce que vous venez de faire par rapport à la CPI, mais on est vraiment dans l'intox primaire par rapport à une situation de Oui, il y a une perversion du langage aussi, et puis il y a un vrai problème dans la manière dont les médias présentent les données du problème de manière totalement biaisée. Et puis il y a aussi toute la répression à l'égard d'un discours, et ça c'est absolument clair. La phase, c'est vrai qu'elle est dure aussi à ce niveau-là, mais moi vraiment je dois dire que j'ai aucun doute, à partir du moment où il y a la reine de 2021, puis qu'après il y a la reprise des hostilités à grande intensité après, en octobre, on n'avait aucun doute au bureau sur le fait qu'il y aurait des mandats d'arrêt. C'est évident, quoi.
Et donc, j'ai pas beaucoup de doutes non plus, au vu maintenant de la situation dans le territoire, sur le fait qu'il y aura un mandat d'arrêt spécifiquement sur l'autorisation du génocide. J'allais dire, malheureusement, j'ai pas beaucoup de doutes sur le fait que l'État d'Israël finira par être condamné par la CPI pour commission du crime de génocide. Donc en fait, la donnée fondamentale à la fin, c'est la donnée juridique. Mais. Oui. Pardon. Vas-y, Alain. Oui, moi c'était sur une question sur le fait que l'Assemblée générale de l'ONU a demandé le retrait de l'occupation et un certain nombre de choses d'Israël en septembre 2024, a laissé un an pour que cette procédure se déroule jusqu'en septembre de cette année. La FPS se bat pour que la France applique cette décision qu'elle a votée d'ailleurs à l'ONU, à l'Assemblée générale de l'ONU, mais la mettre en œuvre. Quels peuvent être, imaginons que ça aille au bout, on arrive en septembre 2018, qu'est-ce qui doit se passer? Est-ce que c'est le fait qu'il y ait beaucoup de pays qui s'y joignent, qui l'appliquent? Quel peut être à l'arrivée le résultat de cette procédure? Et est-ce que réellement il sera demandé à Israël de se retirer des territoires occupés? En fait, je pense que l'Assemblée générale le demande, mais surtout il tire les conséquences de l'avis consultatif de la Cour internationale de justice. Là, elle est l'organe politique, elle a demandé un avis consultatif, et l'avis consultatif de 2024, donc, 20 ans après l'arrêt de 2004, quand on prend l'avis de 2004, il y a des discussions encore, il y a une marge de manœuvre sur le plan de la discussion politique entre Israël et la Palestine. Ça, pour moi, le juge a dit ce qu'il fallait pour remettre le cadre juridique applicable. Donc il y a toujours une part pour la négociation. Quand on prend l'avis de 2024, il n'y a plus beaucoup de part pour la négociation, à part organiser le retrait du territoire par Israël. Et donc, pour moi, ce qui est plus fort que l'Assemblée générale, en réalité, c'est l'avis consultatif de la Cour internationale de justice. Voilà. Alors après, la question, finalement, ça reçoit un peu la première question qui était sur comment est-ce qu'on fait respecter le droit international. D'abord, il y a toute cette bataille de procédure. Comment est-ce qu'on arrive à amener des peuples qui sont en dehors du droit, qui ont les droits, qui sont en dehors du droit, comment est-ce qu'on les amène dans la procédure? Et après, il y a une autre dimension sur la Palestine, et qui vaut sur le Sahara occidental, donc maintenant je vais glisser un petit peu sur la question du Sahara occidental, qui est ce qui pourrait être fait au sein de l'Union européenne. Et sur la Palestine, pour moi, je développerai simplement deux choses.